This message is sponsored by Greenlight. We all know the old saying about teaching a man to fish, and as parents, we want our kids to learn the things that will set them up for success. So this holiday season, give kids money skills that last well beyond 2024 with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app made for families, where kids learn how to save, invest, and spend wisely with parental controls built in. Sign up today at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. This episode is brought to you by Hulu. The new Hulu original true crime docuseries, Vow of Silence, The Assassination of Anna May, examines the murder of Anna May Aquash, a Mi'kmaq mother and activist who fought for Indigenous rights in the 1970s. The gripping investigation into her mysterious death, unsolved for 30 years, reveals a web of cover-ups and betrayal. Vow of Silence, The Assassination of Anna May, is now streaming on Hulu. Le raid raté sur Little Bohemia Lodge déclenche une pluie de critiques contre le FBI. Un nom ressort dans les journaux, Melvin Purvis. C'est le chef du bureau de Chicago, celui qui a piloté les opérations et qui porte la responsabilité du décès du civil. Les journaux locaux sont vent debout contre lui. Son nom est même placardé sur des affichettes. Des habitants font une pétition. Ils veulent sa démission. Melvin Purvis ne supporte pas ces accusations publiques. Il passe ses soirées à boire. Il perd le contrôle. Et pendant ce temps, Dillinger court toujours. Personne ne sait où il se trouve. La situation prend une telle ampleur que le patron du FBI, Edgar Hoover, décide de prendre les choses en main. C'est une affaire hautement médiatique. Dillinger est peint dans les journaux comme un héros, un Robin des Bois, un homme qui fascine le public. À l'inverse, le FBI et ses G-men sont présentés comme les coupables, les responsables de la mort d'un innocent. Après l'assaut du Little Bohemia Lodge, Dillinger a réussi à s'échapper. Tout comme ses complices, qui, comme lui, se sont volatilisés dans la nature. Dillinger a regagné Chicago et se fait désormais appeler Jimmy Lawrence. Sous son chapeau, il essaie d'être discret, il se fond dans la masse. Il aime l'agitation de cette métropole. Il marche le long des voitures, agglutinées sur la route. Il se mélange aux passants, élégants, pressés, qui peuplent les trottoirs à toute heure de la journée. Dillinger aime les enseignes lumineuses, les tramways, les métros, les gratte-ciels qui s'élèvent à perte de vue. Il y a tellement de monde ici que Dillinger pense passer complètement inaperçu. Il a même trouvé un emploi. Pour gagner un peu d'argent, il travaille dans un bureau. Il fait du secrétariat. Bizarrement, cette vie calme et rangée semble lui convenir. Le soir, il va au cinéma. Il adore les Silly Symphonies, les dessins animés en Technicolor de Walt Disney. Son préféré ? Les 3 petits cochons. Ça le fait rire à tous les coups. Et puis, ça lui fait oublier Billy. Elle est toujours en prison. Il voudrait la libérer, mais ce serait se jeter dans la gueule du loup. Elle lui manque terriblement. Il cherche une autre femme, quelqu'un qui pourrait lui ressembler. Il rencontre Polly, une prostituée, une jolie fille de 26 ans, dont les traits rappellent étrangement Billy. Edgar Hoover invite Melvin Purvis à Washington, au siège du FBI. Il lui présente Samuel Cawley, l'agent spécial désormais à la tête de toute l'enquête sur Dillinger, un spécialiste de l'analyse des indices. Malgré ses erreurs, Purvis reste un membre de l'équipe. Hoover veut lui donner une autre chance. Il sait que Purvis excelle sur le terrain, et sa détermination ne fait pas de doute.
Au début, Cowley et Purvis ne s'entendent pas vraiment. Mais la traque de cet ennemi commun les rapproche. Ils savent qu'individuellement, ils ne sont pas assez forts, mais ensemble, ils pourront enfin arrêter Dillinger. Anna Sage a la trentaine. Elle semble anxieuse. Elle retire son chapeau blanc, révélant ses cheveux bruns ondulés. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec les services de l'immigration de l'État de l'Indiana. Elle est convoquée par un agent qui lui annonce la mauvaise nouvelle. Il lui lit le court texte administratif. Madame Anna Sage, née Anna Kumpanash, en Roumanie, sans titre de séjour, a commis le délit suivant, proxénétisme. La police a fait un raid dans la maison close qu'elle tenait à East Chicago. Pour cette raison, Anna Sage sera renvoyée en Roumanie. Elle est désormais considérée en situation irrégulière. Les autorités l'ont déclarée étrangère de faible valeur morale. La jeune femme fond en larmes. Si elle est devenue prostituée, puis proxénète, c'est parce que son mari l'a abandonnée. Elle n'a pas eu d'autre choix. Elle a honte, bien sûr, mais maintenant elle veut trouver un véritable emploi, être utile à la société. Elle est prête à tout pour rester aux États-Unis. Cela fait quelque temps que Dillinger envisage la chirurgie esthétique comme une solution pour sortir de la clandestinité. Grâce à son avocat, Louis Pickett, il rencontre le docteur Willem Lozer. Ce médecin, qui a passé 3 ans en prison pour usage de stupéfiants, affirme avoir testé sur lui-même des techniques de chirurgie esthétique. Dillinger place beaucoup d'espoir dans ce docteur, un homme qui lui semble sérieux et compétent. Dillinger veut changer plusieurs choses sur son visage. Il veut retirer plusieurs grains de beauté, effacer une cicatrice, changer l'angle de sa bouche, remonter son menton. Dillinger est aussi très intéressé par la technique de suppression des empreintes digitales proposée par le docteur. Dillinger amène plusieurs milliers de dollars au docteur. Il n'y a pas d'hôpital pour lui. Les actes chirurgicaux auront lieu dans la maison d'un autre gangster de Chicago. L'intervention dure plus de 48 heures. Le docteur fait appel à des technologies plus ou moins bricolées. Il utilise des tendons de kangourou pour modifier les joues de Dillinger. Ne disposant pas des bons anesthésiants, il se rabat sur de l'éther à forte dose. C'est alors que les choses tournent mal. L'éther fait suffoquer Dillinger. Sa respiration s'arrête, son visage devient bleu. Le docteur est obligé d'utiliser un forceps pour retirer la langue enfoncée dans l'œsophage. L'opération se terminera avec des anesthésiants locaux. Pour les empreintes digitales, le docteur pratique une ablation de la peau des doigts, suivie par l'application d'un puissant acide censé lisser le derme et donc retirer les empreintes digitales. Ces opérations sont un calvaire pour Dillinger. Il sort agonisant et mécontent du résultat. Il manque même d'assassiner le docteur en représailles. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Meaningless stuff. Why do we gift so much meaningless stuff? Tired of generic gifts and hollow trends? Shutterfly allows you to create meaningful photo gifts for your family and friends. Whether it's a cozy fleece blanket for grandma, a stunning canvas print for mom, or a mug to make dad smile. Enjoy 40% off with code MAKE40 at Shutterfly.com and make something meaningful this year. See site for more details. This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. Dans les locaux du FBI à Chicago, Samuel Cowley a avec lui une équipe d'agents chargée de répertorier et de classer toutes les rumeurs, indices ou informations concernant Dillinger.
un témoignage retient particulièrement son attention. Une jeune femme roumaine, sur le point d'être expulsée, affirme être en contact avec une prostituée qui fréquenterait John Dillinger. Anna Sage, née Anna Kumpanaj, arrive dans les locaux du FBI. Samuel Cawley et son équipe l'accueillent courtoisement. Les agents lui expliquent que si elle fournit une information de qualité, elle pourra peut-être bénéficier d'un appui auprès des services de l'immigration. Elle négocie, demandant plus du cash, $10 000. Cawley acquiesce. Anna prend sa respiration et révèle ce qu'elle sait. Ce soir, Dillinger ira au cinéma. Dillinger, Polly et Anna Sage sont réunis en fin d'après-midi dans un petit appartement du quartier de Lincoln Park. On discute du repas du soir et de la petite sortie qui se prépare. Dillinger propose d'aller voir le nouveau Clark Gable, Manhattan Melodrama. Il propose à Anna de les accompagner, lui et Polly. Anna semble hésitante et demande dans quel cinéma il compte aller. Dillinger lui parle de la salle située au coin de la rue. Le Biographe, avec ses grosses lettres noires qui surmontent l'entrée du box-office. Anna semble partante et propose de préparer un petit poulet grillé pour manger rapidement avant la séance. Elle s'absente quelques minutes, le temps d'acheter de quoi faire le repas. L'agent Purvis reçoit un appel d'Anna Sage. Elle est cachée dans une cabine téléphonique, angoissée. Elle confirme que Dillinger se rendra bien au cinéma Biographe ce soir-là. Elle raccroche rapidement. Toute l'unité spéciale se met en ordre de marche. L'agent Cawley appelle Hoover, le directeur du FBI à Washington. Il veut avoir des instructions précises. Hoover exige que les agents attendent Dillinger à la sortie du cinéma. Il veut à tout prix éviter qu'une fusillade puisse éclater dans la salle remplie de spectateurs. Plusieurs agents se postent donc aux alentours du cinéma. Anna Sage a prévu de porter une robe orange pour indiquer facilement aux agents où se trouve Dillinger. Dans la salle, John est assis entre Polly et Anna. Sur l'écran, le visage de l'actrice Myrna Aloy apparaît en gros plan. Ses traits fins et sa bouche délicate se dessinent sur la pellicule en noir et blanc. Dillinger est fasciné par cette femme qu'il a même essayé de rencontrer. Le film raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui suivent un chemin radicalement différent. L'un devient gouverneur, tandis que l'autre devient un gangster. Dillinger se met à rêver. Si jamais il avait pris une autre voie, que serait-il devenu ? Il s'imagine une autre enfance avec une mère qui ne serait pas morte, un père fier de lui. Il songe à son quotidien, celui d'un anonyme qui peut marcher dans la rue, prendre le train, l'avion, seul ou avec sa femme, ses amis, ses enfants. Les rêves s'enchaînent dans sa tête, mais au bout d'1 heure et demie, le film est terminé. Il faut sortir. Il est plus de 22 heures. Sur Lincoln Avenue, il y a encore du monde. L'agent Purvis observe la sortie des spectateurs. Il sait qu'à tout moment, Dillinger va apparaître. Un peu plus loin, de chaque côté du trottoir, il y a différents agents, prêts à intervenir en cas de mauvaise surprise. Purvis voit alors la robe orange d'Anna Sage qui apparaît au milieu du flot des spectateurs, descendant l'escalier du Biographe. Dillinger est là. Derrière ses lunettes et son chapeau, on reconnaît son visage, sa petite moustache. Cela paraît presque trop beau, trop facile. Dillinger avance dans la rue, entouré par les deux femmes. Alors qu'il marche, 2 agents se rapprochent de lui. Un policier sort son arme au milieu des passants. Dillinger marche les yeux dans le vide avec cet état d'esprit que l'on a en sortant du cinéma, quand on a quitté une réalité pour en retrouver une autre, brutalement. Tous les scénarios qu'il a imaginés disparaissent. La réalité lui revient brutalement au visage. Les passants le bousculent, les voitures font un bruit assourdissant, les lumières de l'avenue sont éblouissantes. Le monde semble l'écraser. Dillinger se sent stupide. Il s'est laissé avoir par les lumières et les belles histoires d'Hollywood. Il s'appelle John Dillinger. Le FBI l'a désigné ennemi public numéro 1.
Tout ce qu'il doit faire, c'est courir, s'échapper. D'ailleurs, si ça se trouve, il y a peut-être déjà un flic derrière lui. L'agent Melvin Purvis observe la scène à quelques mètres de distance. Il voit Dillinger glisser sa main dans sa poche, comme pour prendre une arme. Purvis se faufile à travers les passants quand il entend... C'est vrai que Dillinger avait glissé la main dans sa poche. C'est vrai qu'il essayait de prendre son arme. En réalité, il n'a pas eu le temps de terminer son geste. À peine avait-il tourné la tête pour apercevoir l'agent de police qu'une balle traversait déjà son crâne pour s'enfoncer dans son cerveau et ressortir en dessous de son œil. En tout, 4 coups de feu sont tirés sur Dillinger. Dillinger sent son corps lui échapper. Il bascule en avant, ses bras ne répondent même plus. Il voit le macadam se rapprocher, son visage s'écrase au sol, le sang coule à flots autour de lui. Cette fois, il a perdu. Il y a des attroupements. La rumeur commence à grandir. John Dillinger est mort. Les passants sont abasourdis. Des femmes se jettent vers lui, trempent leurs mouchoirs dans le sang comme pour ramener un trophée. Plus tard, son cadavre sera vu à la morgue par des milliers de curieux. Dans un dernier souffle, Dillinger regarde les images qui se dessinent sur ses paupières fermées. C'est comme un film en couleur. Il y a des scènes d'amour, des coups de feu, des courses-poursuites, de l'argent, des bijoux, des femmes. Était-ce assez pour le consoler ? Le film se termine sur le visage de sa mère emballé dans un tissu blanc. Il se revoit enfant derrière la porte. Sa vie s'est déjà arrêtée à cet instant. Alors mourir, ça ne lui fait pas peur.